Bonjour, je m'appelle Stéphane et je vais vous raconter ma vie d'addict, mon parcours d'addict. Alors, pourquoi? Parce que je pense que ça peut être utile pour ceux qui ont des problèmes à gérer leurs addictions, d'entendre et peut-être de s'identifier à ce qu'il m'est arrivé et pourquoi je suis devenu un addict. Et je le suis encore toujours aujourd'hui, même si je suis abstinent des produits les plus dangereux. Donc on va commencer par le début, comme dit Freud, tout se passe dans l'enfance, et effectivement je suis assez convaincu que les souffrances et les blessures naissent dans l'enfance et que moi je me les trimballe encore aujourd'hui en 2021, puisque c'est en 2021 que je tourne cette vidéo, fin de l'année. Donc j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai une grande sœur qui a 8 ans de plus que moi. On est une famille plutôt bourgeoise où tout va bien, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 7 ans, où là ma maman meurt d'un cancer généralisé. On dit qu'on a beaucoup de souvenirs, à 7 ans, on a beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé. Moi, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, ce qui prouve que mon esprit s'est bloqué et nie complètement toutes les douleurs que j'ai pu vivre à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que pour un cancer généralisé, il y a cette période, surtout dans les années 60, extrêmement longue de descente aux enfers. Je veux dire, j'ai vu certainement de mes yeux, j'ai vu dépérir ma maman avant qu'elle ne meure. L'autre chose qui s'est passée aussi, c'est évidemment que quand ma maman est morte, on m'a pas dit elle est morte. Je n'ai pas été invité aux funérailles, on m'a évité la douleur des funérailles, et donc on m'a dit elle est partie. Et du coup, écoutez, aujourd'hui j'attends toujours qu'elle revienne. C'est logique. Donc ça, c'est pas des choses à faire avec un enfant, je crois. En tous les cas, moi j'aurais préféré ne pas vivre ce genre de déni où on me dit elle est partie. Où est-ce qu'elle est? Alors, ça c'est la première femme qui disparaît de ma vie, et vous allez voir que c'est pas la seule, malheureusement. Ma grande sœur prend le relais, bien sûr, elle a 8 ans de plus que moi, donc c'est un peu ma petite maman. Mais très rapidement, elle va vouloir, après son secondaire, aller apprendre l'allemand en Allemagne. Et en Allemagne, elle va apprendre l'allemand. Du coup, je me retrouve tout seul. Oui, bien sûr, je suis à l'internat. Je ne suis pas. Mon père a trouvé plus facile, probablement, de me mettre en internat directement. Donc, moi, j'ai fait mes études, enfin, quelques études en internat. Ma sœur part en Allemagne. Elle rencontre son prince charmant, un Français, donc elle se marie et part vivre en France. Donc deuxième figure féminine qui me quitte. Et la troisième, c'est la grand-mère. En général, c'est la grand-mère. Eh bien oui, moi j'avais une super grand-mère, un peu bohème comme ça, qui habitait le centre de Bruxelles, la ville où je suis né. Et eh bien un soir, on part au cinéma, on revient, on va se coucher. Et puis dans la nuit, son compagnon vient me réveiller pour me dire mais se meurt. Elle est donc morte dans mes bras en pleine nuit. J'avais 12 ans. Donc sur ces 5 années, j'ai perdu les 3 figures féminines sur lesquelles je pouvais m'appuyer, et j'ai grandi la suite de ma vie. J'ai vraiment grandi comme un enfant ou un adolescent extrêmement seul. Pourquoi? Parce que mon père s'est remarié avec une femme qui n'avait strictement aucun intérêt à s'occuper de moi, puisqu'elle avait des intérêts divergents, ça c'est certain, sur un plan purement des affaires. Elle voulait que mon père s'occupe de ses affaires. Donc moi j'étais en internat, oui, j'étais avec mes copains, mais personne ne s'intéressait vraiment à moi. Et quand les vacances arrivaient, souvent on m'envoyait soit en Hollande pour apprendre le néerlandais, et puis soit on m'envoyait chez mon cousin, mon oncle et ma tante, avec une tante qui est extrêmement difficile, compliquée, et qui est certaine de son bon droit et de la méthode qu'elle utilise pour éduquer ce petit garçon, finalement, que j'étais toujours, et notamment de me laisser poireauter comme ça pendant des heures et des heures, toute une après-midi devant une assiette, parce que je ne parvenais pas à manger les légumes qu'elle avait décidé que je devais manger. Donc c'est de l'humiliation, c'est des choses à pas faire avec un enfant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça m'est arrivé, c'est comme ça. Donc grosso modo, je me retrouve en préadolescence, à un âge où ma première addiction va être le refuge dans la musique.
Et quand je dis addiction, c'est parce que très rapidement, je développe un désir d'acheter tous les disques possibles des Beatles. Je tombe amoureux des Beatles et je fais la collection des disques des Beatles. Et du coup, je travaille pendant les congés scolaires. J'essaye d'économiser de l'argent pour acheter ça. Ensuite, je m'achète une chaîne stéréo, bien sûr. Ensuite, je m'achète une installation pour faire DJ, etc., etc. Et ça a été ma première addiction. La deuxième addiction, eh bien, c'est la cigarette. La cigarette à 12 ans, je me souviendrai toujours, au collège où je faisais mes études, on venait de rentrer en secondaire, et derrière la piscine, on était 3, et quelqu'un avait déjà fumé, et les 2 autres pas encore, et je me suis mis à fumer. Bien sûr, j'ai détesté ça, mais au total, eh bien, je suis resté 45 ans addict à la cigarette, parce que je suis devenu immédiatement addict à la cigarette et j'ai fumé au total 900 000 cigarettes dans ma vie. La troisième addiction, ce sera la drogue dure, mais on va laisser ça pour l'épisode suivant. Pourquoi? Parce que je voudrais revenir sur une addiction qui a duré très très longtemps aussi, pas aussi longtemps que la cigarette, mais c'est l'alcool. Moi j'ai bu pendant 25 ans, tous les jours de ma vie, j'ai bu, et franchement avec des résultats extrêmement dangereux souvent. On va y revenir. Qu'est-ce qui m'a fait boire? Eh bien, la même chose que ce qui m'a fait acheter des disques ou fumer, c'est compenser le mal que j'ai, le mal d'être, le mal de vivre que j'ai, cette espèce de solitude et cette espèce de certitude que comme je ne fais rien de bon, puisqu'on me laisse toute la journée devant une assiette et que je suis quelqu'un de pas bien, etc., eh bien, il faut que je trouve un moyen de compenser. Dans les années 70, en tant qu'adolescent, 2 fois j'ai été en contact avec l'alcool. La première fois, c'était en voyage scolaire, c'était en Suisse, la raclette et le fendant. Et j'ai tellement bu de fendant que j'étais ivre-mort, bien sûr, tout de suite. C'était mon premier contact avec l'alcool et que j'ai vomi partout, qu'on a dû me transporter au dortoir. Enfin, c'était l'enfer. Deuxième expérience, ben, rebolote, hein, quelqu'un me propose de boire du vin, je dis ah oui du vin blanc, ça j'avais déjà bu, oui tu peux me mettre du vin blanc, pouf, même résultat, je bois comme un trou et je suis évidemment complètement saoul et je vomis partout. C'est donc ces 2 contacts-là qui sont importants et qu'il faut noter parce que ça fait de moi quelqu'un qui ne veut pas boire d'alcool, forcément, ça ne m'intéresse pas, puisque je suis malade, je ne le supporte pas. Mais voilà l'élément qui a tout déclenché, probablement, c'est que à 17 ans, mon père me dit « Écoute, tu n'es ni manuel, ni intellectuel, je ne sais pas quoi faire de toi, est-ce que tu veux vraiment faire des études ?» Et je lui dis « Non, moi je veux aller travailler, je veux aller vendre des disques. » Et à 17 ans, je quitte l'école, donc j'ai pas ma réto, et je vais effectivement vendre des disques avec comme secret désir de devenir DJ. Je voulais absolument devenir DJ. Donc j'avais déjà organisé des sonos, on faisait des soirées et moi je faisais le DJ-jockey. Mais bon, là je voulais être DJ professionnel. Donc je vais voir un patron de boîte et je lui dis écoutez, j'aimerais bien travailler dans votre boîte. Quelqu'un m'avait filé le tuyau que le DJ-jockey allait partir. Et il me dit il n'y a pas de problème, mais il faut que tu me revoies quand tu as 18 ans. Parce que je n'avais pas encore 18 ans révolus. À 18 ans révolus, eh bien je retourne. Et là, je suis embauché comme DJ. Mon premier job après vendeur de disques, c'est donc DJ. Et de là va partir toute une histoire qui va être jalonnée de drogue et d'alcool, mais ça, on en reparlera la prochaine fois. À bientôt.